Le 31 janvier 1964, Life Magazine, aujourd'hui disparu ou à peu près disparu, publie un numéro dont Geraldine Chaplin fait la couverture, et à l'intérieur, il y a un article consacré à Roy Lichtenstein, dont le titre est « Is he the worst artist in the US ?» Est-ce que c'est le pire artiste que nous ayons en Amérique? Donc voilà, nous allons essayer de répondre à cette question ce soir. Alors, Roy Lichtenstein est inévitablement associé à un mouvement qu'on appelle le pop art. Je ne vais pas pouvoir faire de nombreuses allusions au pop art, même si je vais en faire, mais je crois qu'on est quand même obligé de rappeler brièvement en ouverture ce qu'est le pop art. Pierre Nahon, qui a longtemps conduit les destinées de la galerie Beaubourg, qui n'a pas été la première galerie à présenter Lichtenstein et les pop en France, c'est celle d'Ileana Sonnabend, qui était rue Mazarine, et puis qui est repartie ensuite s'installer à New York, quand elle a trouvé en 68, plutôt vers le début juin, sur sa galerie rue Mazarine, inscrit à la peinture quasiment indélébile « US Go Home », et alors évidemment, elle a compris la leçon et elle est partie. Pierre Nahon, donc, qui appartient à notre association et qui était là dans la version précédente de la conférence, dans le 3e volume de son histoire de la galerie Beaubourg, qui a été, avec Marianne Nahon, sa galerie, Pierre Nahon écrit « Lorsque Lichtenstein aura inventé son style bande dessinée, Warhol, le report photographique, Rosenquist et Tom Wesselmann, leurs panneaux publicitaires, lorsqu'enfin Segal aura, ça serait mieux si j'y voyais quelque chose, mais vous voyez, lorsqu'enfin Segal aura situé ces silhouettes d'attitude citadine dans leur contexte fonctionnel, une vision américaine du monde se sera installée dans le moule d'un langage, une certaine révolution du regard se sera traduite dans les faits. N'oubliez jamais que pop a 3 sens. Le premier sens, c'est le sens pop, bouchon de champagne, qui saute. Et c'est l'idée, si vous voulez, d'un côté un peu année folle des années 60, caractérisé par une consommation à outrance, on l'appellera la société de consommation, et caractérisé par ce que, évidemment, Herbert Marcuse appellera l'homme unidimensionnel, celui qui a accepté de réduire son désir à un besoin, puis de laisser ce besoin se faire standardiser et manipuler par la publicité. Mais le côté insouciant de la dénonciation prophétique de Marcuse, c'est en quelque sorte la grande bringue ou la grande bouffe ou tout ça. Voilà. Et c'est caractérisé par pop, le bouchon de champagne, la fête. Les années 60 sont des années de fête. Le deuxième sens, et c'est probablement ça qui est associé avec Marcuse, c'est pop, la détonation d'un pistolet. Comme si, contrepoint inévitable de toute fête n'existe que pour exorciser la peur de la mort, contrepoint inévitable à cette célébration festive, ludique, il y a une thématique du mortifère qui hante finalement le pop art, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puis le troisième élément, c'est pop as popular, pop comme populaire. C'est-à-dire qu'on va le voir dans une minute, l'art américain de la fin des années 40 et du début des années 50, qui est très important pour une raison très simple, c'est que pour la première fois, le motif de l'avant-garde quitte l'Europe et se produit dans un autre continent. Cet autre continent, c'est l'Amérique, et c'est quelque chose qui n'a peut-être pas à voir avec le continent américain tant que ça, mais c'est la première ville, la première global town du monde, la première ville mondiale, c'est bien sûr New York. Alors, je
vous savez probablement qu'un certain nombre de gens ont longuement insisté sur le rôle essentiel que la présence d'un certain nombre d'artistes européens, français en particulier, il faut bien le dire, réfugiés à New York pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'influence que ceci a eue sur le développement de cette avant-garde extra-européenne et qui a été, encore une fois, la première de son type. Il ne faut jamais oublier non plus que dans le New Deal rooseveltien, il y a un chapitre culturel et artistique qu'on appelle le WPA. Et ce WPA a lancé des commandes publiques pour faire en sorte que les artistes aient du travail et ne soient pas au chômage, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça a fait échapper la peinture en Amérique à une sorte de côté intimiste qui se traduisait dans la dimension même des tableaux, c'est-à-dire que vous aviez Bon, Picasso disait quelque part que la peinture n'était pas faite pour décorer les appartements bourgeois du boulevard Malesherbes, mais en gros, si vous voulez quand même, l'embourgeoisement de l'art s'est caractérisé par une réduction de la dimension du tableau pour qu'il habite l'espace privé et pas l'espace public. Or, le WPA, par la commande d'État, a relancé l'idée de grandes dimensions qui puissent habiter des espaces publics. Et c'est vrai qu'une partie de la première avant-garde américaine, ce qu'on appelle l'école de New York, ou l'expressionnisme abstrait, a été effectivement caractérisé par un renouveau complet de la grande toile, la grande image. Alors, je ne sais pas très bien où vous en êtes de votre expressionnisme abstrait ou de votre école de New York, on va être obligé d'en parler 2 minutes. C'est une peinture qui n'a rien à voir avec la représentation du réel. C'est-à-dire, c'est une peinture qui, comme Mark Rothko, on va en reparler dans 1 minute, l'a dit, ne s'intéresse qu'à 2 choses, the tragic and the timeless, le tragique et l'intemporel. Et l'idée, ça n'est pas du tout de représenter des objets, mais c'est de parler de choses essentielles. Par exemple, ici, qu'est-ce que c'est que créer? La plupart de ces peintres, il s'agit de Barnett Newman ici, dans un tableau dont il est impossible pratiquement de prononcer le titre, puisque vous avez B-E, B majuscule E, puis un trait vertical. Est-ce que c'est B1? Est-ce que c'est B-I? Être je, être un, premier état de l'être, personne ne saura jamais. Très probablement, Newman voulait absolument préserver cette ambiguïté. Le B-I et le B1, c'est la même chose. Beaucoup de ces artistes sont de culture judaïque, juive. Et ce sont des gens pour qui, donc, il y a un interdit de la représentation, mais en même temps la nécessité de représenter quelque chose qui soit, encore une fois, essentiel, comme par exemple, alors c'est très curieux parce que nous sommes ici dans une maison qui a été le lieu où cette personne a enseigné pendant des années, je veux parler du très grand exégète jésuite qui s'appelait Paul Beauchamp, qui a écrit un livre qui s'appelle « Création et séparation » et qui montre que l'acte créateur de Dieu se traduit par la séparation. Cette séparation qui démêle les fils emmêlés de ce qu'on appelle le chaos originel ou le tohu-bohu, et que Dieu, par sa parole, sépare le grand luminaire du petit luminaire, le jour de la nuit, les eaux des hauts des eaux d'en bas, etc. Et donc créer, c'est séparer. Ce que Barnett Newman vous montre ici, c'est un fond monochrome au milieu duquel il va faire passer une ligne de séparation qu'on appelle, chez les gens qui savent causer, le zip newmanien. Bon, je ne sais pas très bien si on peut sortir ça dans les dîners en ville. À un moment, ça avait un effet assez délétère entre la poire et le fromage, mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout un peu. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle le zip newmanien, c'est-à-dire cette idée que Newman trace au milieu d'un fond uniforme monochrome une ligne qui, en séparant, rend possible la construction du sens. Barthes, vous le savez, dans le texte qu'il écrit sur La Rochefoucauld, dit « ce dessin d'opposition qui fondamentalement règle la naissance de toute signification ». C'est en créant une opposition que l'on peut faire naître du sens. Et face à une figure de monochromie, d'une surface monochrome d'une seule couleur, c'est en introduisant une ligne qui va séparer les 2 côtés qu'on va pouvoir effectivement faire du sens. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'art highbrow, de l'art intellectuel. C'est clair que
vous avez été très patient, mais à la limite, vous seriez partis, certains, ça ne m'aurait pas plus étonné que ça. Et alors, c'est là où il faut bien voir que face à cet art-là, le pop, c'est quand même ça. Et ça fait un choc. C'est-à-dire qu'on passe de l'absolu refus de toute anecdote à l'enfoncement le plus poisseux dans l'anecdotique le plus sordide. Car soulever le couvercle d'une poubelle avec le pied, alors je sais bien que tout est dans tout, mais quand même, ça c'est Liechtenstein. Et vous voyez, c'est cette idée qui est quand même très intéressante, que le tragique et l'intemporel, c'est bien, mais ce n'est pas forcément ce que les gens rencontrent dans leur quotidien. Et que peut-être l'objet de l'art, ça serait plutôt de donner un sens au quotidien qu'autre chose. Ça, les pop ont toujours trouvé qu'il y a un petit côté masturbation intellectuelle chez les expressionnistes abstraits, surtout les métaphysiciens, qui était quand même un peu problématique. Et alors évidemment, je vous ai ressorti mon préféré, Mark Rothko, bien sûr, dont mon autre préféré, Francis Bacon, disait qu'il ne comprenait pas pourquoi des gens pouvaient s'intéresser à des morceaux de moquette sales juxtaposés. Bacon était assez cruel avec Rothko. Et vous voyez que ce qui compte pour Rothko, c'est cette idée dont les coprésences sont marquées par des masses extrêmement denses, mais qu'à la périphérie de ces masses extrêmement denses, il y a des phénomènes d'effrangement. C'est-à-dire qu'on voit petit à petit que la solidité du milieu se fragilise à la périphérie, et que cette fragilisation simultanée de la périphérie annonce peut-être la possibilité d'un abandon de la solidité du moi contre l'autre dans une sorte d'entrée dans une relation entre deux présences. Là aussi, je vous trouve très patient. Vous voyez, c'est un peu autre chose quand même. Et là, on vous montre très clairement que les tableaux sont tous de Liechtenstein, que Liechtenstein, ici, a carrément copié une affiche. Là, on est ce qu'on appelle dans le lowbrow, c'est-à-dire on est dans un art qui se veut ouvertement populaire et qui dénonce par son côté ouvertement populaire le côté extrêmement intellectuellement complexe, pour ne pas dire inutilement compliqué, et snob de l'expressionnisme abstrait. Alors, le sommet, bien sûr, c'est ça. Bon, là, je crois qu'on ne rendra jamais assez hommage à deux grandes présences françaises un peu oubliées aujourd'hui, celles de Dominique et de Jean de Ménil, qui ont transformé Houston de ce que H.H. Mencken, le premier journaliste intellectuel américain, ce n'est pas une contradiction dans les termes, ça peut exister, avait appelé, Mencken parlant du Texas, l'avait appelé « The Sahara of the Beaux-Arts », le Sahara des Beaux-Arts. Et ce sont deux Français, Jean et Dominique de Ménil, qui ont fait de Houston, et par contamination de Dallas et de Fort Worth, une des capitales du monde artistique aujourd'hui, avec la présence maintenant au Texas systématique de gens comme Flavin, Turrell, etc., etc. Et si vous allez aujourd'hui à Houston, vous savez que la vie culturelle de Houston tourne en gros presque uniquement autour de la fondation de Ménil et de tous les bâtiments qui sont associés à la fondation de Ménil, car il n'y a pas que le bâtiment de la collection construit par Enzo Piano, il y a tout un tas d'autres choses qui ont été. Parmi ces choses-là, la première chose, ça a été la fameuse chapelle multidénominationnelle, c'est-à-dire pas réservée à une seule religion, une seule dénomination religieuse, la chapelle multidénominationnelle, construite par Philip Johnson, l'artiste préféré, l'architecte préféré des de Ménil, précédée, mais là je ne vous l'ai pas rapporté puisqu'on vient d'en parler, de l'obélisque brisé de Barnett Newman, et évidemment ornée sur les murs de cette extraordinaire présence des triptyques de Rothko, qui sont évidemment parmi les très grandes œuvres de Rothko. Et alors évidemment, quand vous voyez ça, et que vous voyez ça, vous vous dites qu'il y a un problème. Je ne suis pas unaware, inconscient, des connotations pas uniquement alimentaires du hamburger. Si vous voyez une légère dérive érotique de l'image, je pense que je la vois aussi. Et donc vous voyez que le pop est non seulement populaire, mais qu'il est aussi, comme on dit en anglais, tongue-in-cheek, c'est-à-dire qu'il se fout un peu de la gueule du monde, et en particulier, il se fout pas mal de la gueule de l'expressionnisme abstrait, qu'il trouve extrêmement sérieux, extrêmement difficile d'accès,
Et effectivement, la question en dernier ressort, c'est à quoi sert l'art, hein? Alors là, on va y revenir dans un instant. Et vous voyez, tout à l'heure, Pierre Nahon citait deux personnes, Rosenquist et Wesselmann, et ce qu'il appelait leurs images publicitaires. Vous avez en haut à gauche un James Rosenquist, en bas à droite un Tom Wesselmann, et vous voyez effectivement à quel point, finalement, ici la peinture se veut une peinture du constat, justement, de la représentation, de l'enfouissement dans les objets jusqu'à la dénégation, finalement, du geste pictural qui transforme le réel pour lui faire acquérir un sens. Il n'y a pas que les expressionnistes abstraits métaphysiciens. Il y a aussi des expressionnistes abstraits gestuels. L'un des plus célèbres est Willem de Kooning, dont vous avez un tableau ici. Et vous voyez ici, la question chez de Kooning, ce n'est pas de représenter le réel, mais de traduire par un certain nombre de gestes les émotions intérieures que produit le regard sur le réel dans le peintre. Au fond, la peinture est une sismographie des émotions, c'est-à-dire que le geste correspond à l'expression d'une émotion non articulée, sinon on serait passé au langage, mais d'une émotion extrêmement pleine par rapport à un spectacle du réel. Ici, très probablement, les jardins de la Villa Borghese à Rome. Mais si vous ne reconnaissez pas, ce n'est pas grave. Et alors, même face à cet expressionnisme abstrait gestuel, n'oubliez pas que vous ne pouvez plus faire du photographique, puisque ça, la photographie le fait. Hein. Je veux dire, quand malheureusement vous avez fondé votre marketing, la peinture, sur la capacité à donner l'illusion de la troisième dimension dans une surface plane, et que tout d'un coup, au milieu du XIXe siècle, vous avez des gens qui commencent à faire ça, mais plus vite, moins cher et mieux, avec un appareil qu'on appelle l'appareil photographique, ça pose une question à la peinture. La peinture ne peut probablement plus se contenter de représenter le réel, puisque quelqu'un fait ça mieux qu'elle. Hein. Alors la question, évidemment, c'est la représentation. Je suis d'accord avec vous, mais quand même. Hein. Et vous voyez, Lichtenstein va d'une certaine manière parodier le geste pictural. Et nous ne saurons jamais, au fond, nous ne saurons jamais vraiment, si Lichtenstein se situe dans une distance ironique ou dans une sorte de rapport d'identification affectueuse à quelqu'un comme de Kooning. Est-ce qu'on est dans une distance très ironique ou est-ce qu'on est dans une manière d'épouser, non sans sympathie, un geste qui reste à la fois énigmatique et non, évidemment, sans puissance, sans séduction. J'aime beaucoup ça, qui est une sorte, à mon avis, d'ars poetica, un art poétique de Lichtenstein, où Lichtenstein vous montre comment il va faire des images. C'est-à-dire très probablement dans une tension constante entre lyrisme, c'est-à-dire jaillissement d'une expression, et puis formalisme. Vous sentez bien que vous avez ici un aspect très formaliste avec les lignes bleues parallèles. Très probablement, vous apercevez ici ce qu'on appelle les Band-Aid dots. Vous savez, c'est cette espèce de matériau minimal de toute photographie. Si vous agrandissez une photographie à l'extrême, vous finirez par vous apercevoir qu'elle est faite de points que vous ne voyez pas au départ, mais que vous allez voir de mieux en mieux et dont vous apercevrez qu'ils sont juxtaposés les uns aux autres. Il y a ici un volume, l'arête extrêmement précise d'un volume. Et puis alors, il y a ça qui est de l'ordre effectivement du geste pictural, de l'énonciation picturale reconnue et avouée. Ça n'est pas quelque chose qui a été tracé à la règle ou qui a été mis au pochoir, c'est quelque chose qui dépend véritablement de la main et dont l'irrégularité, l'imperfection traduit la main, c'est-à-dire l'émotion, plutôt que le mécanique. Lichtenstein est resté un éternel adolescent, il n'y a aucun doute. Je n'ai pas rapporté ici des séries de portraits de Lichtenstein, mais quand on regarde les photos de Lichtenstein, pratiquement quand il va mourir, il est presque aussi jeune, au moins au niveau de l'apparence, que, effectivement, au début de sa carrière. Et il y a peut-être quelque chose de l'esprit d'enfance, alors certaines personnes diraient enfantin ou plutôt infantile,
il y a peut-être quelque chose de l'esprit d'enfance, au sens d'une citation que j'ai souvent utilisée, et pour les nouveaux parmi vous, vous entendrez de nombreuses fois encore, cette phrase magnifique de Baudelaire qui dit « Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté ». Et dont Picasso dit la justesse par cet quasi-ultime autoportrait qui le représente en la figure d'un jeune peintre enfant, comme si ce qui faisait peindre encore Picasso à 6 mois de sa mort, c'était le regard d'enfance en lui. Et là, vous avez effectivement quelque chose qui est assez intéressant, c'est-à-dire la fascination enfantine, je ne crois pas infantile, mais la fascination enfantine de Lichtenstein pour Disney. Parmi toutes les images sur lesquelles un enfant américain ouvre les yeux dans l'entre-deux-guerres, ces images comportent inévitablement du Disney. Ça, ce n'est pas possible de faire autrement. Et vous avez ici, évidemment, ce que les Liechtensteiniens considèrent souvent comme la première œuvre majeure. Vous savez, pour Bacon, ce sont les études pour 3 figures à la base d'une crucifixion. Vous savez que Bacon a essayé de racheter toutes les toiles qu'il avait vendues avant pour les brûler, de manière à marquer que sa carrière commençait avec cette toile et que tout ce qui était avant, c'était d'une certaine manière nul et non avenu, dérivatif d'autres gens. Beaucoup de gens considèrent, Lawrence Holloway en particulier, dont j'aurai l'occasion de reparler, qui a été la première, c'est un Britannique installé aux États-Unis, et c'est la première personne à avoir écrit sur Liechtenstein. Et c'est la première personne à avoir dit de manière extrêmement intelligente « Méfiez-vous de Liechtenstein, c'est un pop, mais contrairement à cette espèce comment dirais-je, de lieu commun du pop, qui est la dénonciation de la société de consommation, Liechtenstein est beaucoup plus intéressé par la question du statut du signe et du statut de l'image dans une société caractérisée par la prolifération des images et par la prolifération de nouveaux moyens techniques de produire des images. Et là, je crois que Holloway, qui a dit ça à la milieu des années 60, aujourd'hui, je crois que c'est un peu le trottoir de la critique de Liechtenstein, mais quand Holloway a dit ça, c'était extrêmement original. Beaucoup de gens ne voyaient dans Liechtenstein qu'un pop parmi d'autres. Je ne crois pas du tout que ça soit un pop parmi d'autres. Il est un pop, mais il a une spécificité très forte. Et c'est évidemment cette idée que, pour beaucoup de gens, l'image aujourd'hui, elle est marquée. Alors ça, c'est très important. Liechtenstein est un type très intelligent, qui a enseigné l'art, qui a lu beaucoup. Je ne suis pas arrivé à retrouver une trace précise, mais à mon avis, il doit y en avoir. Bon, il faudrait être un spécialiste de Liechtenstein beaucoup plus que je ne le suis. Mais vous savez, Walter Benjamin a écrit un texte absolument essentiel qui s'appelle « Le statut de l'œuvre d'art dans l'âge de sa reproduction mécanique ». C'est-à-dire l'idée qu'on est entré aujourd'hui dans une période problématique de l'œuvre d'art, puisque l'œuvre d'art peut être reproduite à l'infini par des moyens mécaniques. Elle peut même être produite par des moyens mécaniques. Armand, on n'a pas l'occasion de reparler d'Armand maintenant, mais Armand a beaucoup étudié ça. Et vous avez ici quelqu'un qui vous dit « Ce qui constitue le problème de l'image aujourd'hui, c'est la capacité d'image populaire, d'image simple, à être diffusée à l'infini dans une société. » C'est-à-dire ici, bien sûr, Disney, encore une fois, Mickey et Donald. Et Donald, évidemment, qui se couvre de ridicule parce que l'hameçon de sa ligne est allé attraper le bout de sa veste et qu'il est persuadé, en fait, que, comme on dit en anglais, « he's hooked a big one », c'est-à-dire il a ferré un gros poisson. Le gros poisson, bien sûr, ça n'est jamais que lui-même. Très intéressant, parce que si on revient aux premières images cinématographiques, parmi les toutes premières images cinématographiques, il y a l'arroseur arrosé. Et ici, d'une certaine manière, vous avez une sorte de variation sur le thème de l'arroseur arrosé. Alors, je vous propose d'utiliser ce qui est assez communément admis par la critique de Liechtenstein. Je vous propose d'utiliser une de ses œuvres très importantes, qu'il appelle l'Atelier d'artiste, qui date de 1973, qui est donc en fait une réflexion sur le lieu ou les lieux ou le lieu de sa propre création. Et dans lequel vous voyez, on va y revenir tout à l'heure, que ce premier tableau, avec lequel il trouve, comme le dit Pierre Nahon, il trouve son style bande dessinée,
C'est ce premier tableau qui occupe une position de choix, bien sûr, dans l'image. Alors, première chose sur laquelle je voulais insister, et qui est très présente à l'exposition, vous en avez une salle entière, c'est tout ce qui concerne les corniches, les entablements, les cadres. C'est-à-dire qu'une image, c'est enfermé dans. C'est un choix par rapport au réel. C'est-à-dire que, par définition, l'image représente un délaissement d'une partie du réel et le choix d'une autre partie du réel, ou d'autres parties du réel. Et cette idée d'un entablement, cette idée d'un cadre, cette idée de tout ce qui borne, qui limite, qui enferme, Lichtenstein va l'utiliser de manière obsessionnelle. À l'exposition, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une salle entière qui est consacrée à ça, non sans justesse, à mon avis. C'est très curieux parce que j'ai eu l'occasion cet été de passer sur le lac Léman en vitesse, pas à la poursuite de qui vous pouvez penser, et miraculeusement, je me suis aperçu que la maison que Le Corbusier avait construite pour ses vieux parents, ses parents âgés, s'est aperçu à un moment que ses parents ne pouvaient plus rester dans leur maison, et il a acheté un terrain sur les bords du Léman, alors vraiment en bordure de lac, terrain absolument fantastique, avec vue sur Évian et les montagnes au-dessus d'Évian. Et il a construit pour ses parents, sur ce terrain qui est une langue de terre rectangulaire parallèle à la côte, il a construit une maison elle-même rectangulaire et parallèle à la côte. Et puis, au bout du jardin, sur la gauche, quand on regarde vers la France, il a monté un mur et il a ouvert dans ce mur un espace qui ressemble à un tableau, qui est un phénomène de cadrage, et il a offert à ses parents ce cadrage comme si, finalement, on ne pouvait aborder le réel que par un système de cadrage, c'est-à-dire un système qui privilégie en reléguant dans l'invisible des choses qu'on ne peut pas effectivement voir en même temps que les autres. Je crois que c'est extrêmement intéressant, et je pense que chez Lichtenstein, il y avait ça, cette idée que le phénomène de cadrage est essentiel à la perception visuelle, et que la toile, l'image, est d'abord et avant tout un phénomène de cadrage. Et que ces phénomènes de cadrage, on les trouve dans les entablements, dans les corniches, dans les cadres, etc. Et il a beaucoup fait ça. Alors je crois que la deuxième chose qui est importante pour Lichtenstein, je pense, c'est évidemment, vous allez le voir, tout ce qui concerne le tableau lui-même. C'est-à-dire, regardez là, hein, vous voyez là, bon, le cadrage, vous l'avez vu ici, hein, il est très clair, enfin, l'entablement, la corniche, le cadre. Et là, vous voyez, vous avez un tableau vu de dos, ce qui est normal dans un atelier d'artiste. Mais Lichtenstein est constamment revenu sur ce thème. C'est-à-dire que constamment, il vous a rappelé que l'image est faite de matière et que l'illusion mimétique du réel se fonde sur la maîtrise d'une technique qui, avant même d'être la maîtrise d'une technique picturale, est la maîtrise d'une technique d'objet, c'est-à-dire un cadre, une toile, des coins, des vis. Et vous voyez que quand par hasard, ce n'est pas très bien fait et très bien préparé, ça se déchire. Et donc, chez Lichtenstein, il y a cette insistance continuelle. C'est très intéressant parce que, probablement, vous savez tous tout ça par cœur, mais au XVe, XVIe, quand on est passé de la fresque au tableau cadré, beaucoup de peintres étaient en même temps, je ne dirais pas menuisiers, mais ébénistes, et faisaient eux-mêmes leur cadre, ce qui renforçait l'aspect de l'artisan mécanique. Donc après, ensuite, il fallait se défendre contre cette accusation d'artisan mécanique et rehausser le statut de l'artiste libéral. Mais si vous connaissez un des plus beaux tableaux de la Renaissance italienne, qui est à Pesaro, sur la côte de l'Adriatique, et qui est le couronnement de la Vierge par Giovanni Bellini, le cadre absolument magnifique de ce tableau a été réalisé, bien sûr, par Bellini lui-même, on en est sûr. Bellini faisait lui-même ses cadres les plus importants. Et vous voyez, là aussi, c'est cette idée que, à un moment où prolifèrent les images, qui ne sont plus pratiquement faites avec de la peinture, c'est l'insistance de Lichtenstein sur le métier, sur le savoir-faire, sur le système des objets qu'il est nécessaire de maîtriser pour ensuite parvenir à l'illusion de la peinture. Et vous voyez, dans ce qui est quand même une des
une des toiles les plus connues, alors qui, elle, appartient véritablement au système de la bande dessinée, qui est magnifique. Enfin, je trouve ça très intéressant. Vous avez regardé ça pour le moins 20 fois et vous connaissez ça aussi bien que moi. Mais bon, deux modèles de genre masculin-féminin assez stéréotypés. Je ne suis pas sûr que les artistes aient exactement cette gueule-là à droite. Du moins, si vous avez vu Bohème l'année dernière, ce n'est pas tout à fait le modèle courant. Et puis ensuite, vous voyez qu'on va reparler dans la bulle, qu'on appelle en anglais a balloon. Dans la bulle, vous avez une volonté de faire voir la modulation de la voix. C'est-à-dire que la peinture revendique de faire entendre quelque chose. Ça, c'est extrêmement intéressant, puisque, vous savez, ut pictura poesis, que la poésie soit comme l'image, ou que l'image soit comme la poésie. Et là, vous l'entendez. Why, Brad Darling, this painting is a masterpiece. Vous sentez que la typographie, et là, il y a un côté, si vous voulez, à mi-chemin entre Marie-Chantal et Ariel Dombal. C'est ça, ce moment-là. My, soon you will have all of New York clamoring for your work. Et on entend dans la typographie la modulation de la voix. Ça, c'est très fort. Ça vient de la bande dessinée, mais c'est probablement retravaillé à partir de la bande dessinée. Et là aussi, vous avez un tableau que vous ne verrez jamais, dans lequel on insiste sur le cadre, la toile tendue, les chevilles, etc. etc. Et ça, je pense que ça fait partie de la question essentielle de Lichtenstein sur le statut du signe et le statut des images. Alors, on peut peut-être maintenant commencer à regarder les images dans l'image. Là, on est véritablement, alors attention, on va sortir la terminologie qui s'impose, c'est-à-dire la mise en abîme, c'est-à-dire qu'on est dans des images dans l'image, avec une première image qui représente un paysage. Oui, moi je suis d'accord avec vous, si un peu comme dans le hamburger de tout à l'heure, vous voyez autre chose, ça ne m'étonnerait pas. Moi je ne suis pas très intelligent, alors j'ai du mal à voir ces choses-là, mais je suppose que vous voyez. Voilà. Ça me paraît ressembler à deux possibilités anatomiques par paire. Et je ne suis pas très sûr de laquelle je vais choisir. Donc, le paysage est quelque chose qui est très problématique chez Lichtenstein. Pourquoi ? Parce que le paysage, c'est le domaine essentiel de la photographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens font des images, en dehors des images de famille, ce sont les paysages. Et le monde photographique, en dehors de grand-mère, grand-père, petite-fille, etc., est bourré de paysages. Et donc, est-ce que la peinture peut encore prétendre apporter quelque chose, effectivement, au paysage ? Et vous voyez qu'ici, on est vraiment dans le phénomène que Barthes appelle le larvatus prodeo. Je m'avance masqué, mais en désignant mon masque du doigt. Sous-entendu, je vous fais un paysage, mais en fait, je vous fais un paysage dans lequel la technique de la création du paysage est plus visible pratiquement, avec les petits points, les traits, etc. Elle est plus visible que le paysage lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est... Et donc, ici, vous avez un Lichtenstein qui, à la fois, monte l'illusion du paysage et la démonte au fur et à mesure qu'il la monte. Et ça, c'est très important. Parce que nous vivons dans un monde où les gens confondent l'image et le réel. C'est ce qu'on appelle l'impact du virtuel. Et d'une certaine manière, me semble-t-il, Lichtenstein avait prévu ça. Cette idée que les gens allaient prendre le réel vessie pour la lanterne image ou le contraire. Et que donc, plus on montrait aux gens l'aspect création de l'image dans l'image, plus on les libérait par rapport à l'illusion, effectivement, mimétique, c'est-à-dire l'illusion d'imitation. Il fera ça partout. Et particulièrement, alors ça, il faut, l'exposition pour ça a un gros avantage, c'est qu'il y a un de ces tableaux très rares, parce que énorme à déplacer, qui sont des méditations de Lichtenstein, enfin des traductions par Lichtenstein à la fois de sa fascination pour et d'une sorte de terrible réalisation que cet âge d'or de la peinture, qui est par exemple celui du paysage chinois de la dynastie des Song, qui est évidemment représenté ici par un modèle en haut et par le travail lichtensteinien en dessous, cette sorte d'âge d'or de la peinture, cet Éden de l'image, est désormais clos. Il n'est plus possible
d'habiter ce lieu-là. Hein. Chez Liechtenstein, il y a le sentiment quand même de quelqu'un, d'un artiste qui a été chassé du paradis terrestre de l'image par, en quelque sorte, le péché originel qui est la prolifération de l'image. Et alors, je voudrais juste vous lire un petit texte qui a été mis de manière extrêmement intelligente dans l'album de l'exposition que vend le Centre Pompidou, qui est bilingue. Je vais essayer de ne pas trop annoncer ça parce que ce n'est pas très pratique, mais il dit « I think the landscapes in the Chinese style impress people with having somewhat the same kind of mystery the Chinese paintings have. » Donc je pense que mes paysages dans le style chinois impressionnent les gens comme ayant quelque chose du même type de mystère que les paysages chinois ont. But in my mind, mais à mon avis, it's a sort of pseudo-contemplative or mechanical subtlety. À mon avis, il s'agit chez moi d'un pseudo-contemplatif, d'une subtilité pseudo-contemplative ou mécanique. I am not seriously doing a kind of Zen-like salute to the beauty of nature. Je ne suis absolument pas en train d'adresser un salut qui ressemblerait à du zen à la beauté de la nature. It's really supposed to look like a printed version. C'est vraiment censé apparaître ou ressembler à une version imprimée. Donc, l'aspect non réaliste, l'aspect déréalisant, tout ce qui consiste à montrer le travail du peintre, tout ce qui consiste à démonter l'illusion de la mimésis, de l'imitation du réel, Liechtenstein le reconnaît comme partie intégrante de sa stratégie picturale. Et je pense que ceci est très important parce que ceci est caractéristique de Liechtenstein. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a peut-être d'autres éléments, évidemment, là-dedans, mais c'est caractéristique de Liechtenstein que de poser la question de, puisque nous sommes envahis d'images, est-ce qu'une première manière de récupérer une maîtrise sur l'image, c'est-à-dire de ne pas être manipulé par elle, mais finalement de la maîtriser, ce n'est pas de revenir à un regard plus précis et plus technique sur la manière dont l'image est faite. Alors ensuite, je crois que ce qui est très intéressant, évidemment, c'est la présence d'un balloon, c'est-à-dire c'est la présence d'une bulle toute seule. Et cette bulle toute seule, elle est là, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, « See that bald-headed guy over there? Tu vois ce chauve là-bas? Ça, c'est Grodin Curly, Grodin le bouclé. » Alors, pour un chauve, évidemment, on se demande comment il peut être bouclé. Enfin, bon, voilà. Lui et sa bande, his mob, run half the rackets, sont responsables de la moitié des rackets dans cette ville. Donc là, vous êtes effectivement à la fois dans une parodie de la bande dessinée de gangsters, et en même temps, vous êtes dans l'affleurement d'un élément réaliste de violence urbaine que Liechtenstein met en scène. Vous voyez, je pense que Liechtenstein est extrêmement intelligent. Et il vous donne des choses que vous pouvez négliger comme, évidemment, de la parodie un peu simplette de formes artistiques préexistantes, comme la bande dessinée de cow-boys et indiens, bandits et voleurs, bandits et gendarmes, tout ce que vous voudrez, gendarmes et voleurs, tout ce que vous voudrez. Et en même temps, il laisse apparaître, la question de savoir est-ce que le texte à lui tout seul peut être une image? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que le texte là de la bulle peut renvoyer à ce qui est ce moment à la fois image et écriture d'une calligraphie, par exemple, arabe ou chinoise? Et ça n'est visiblement pas ça, mais ça aspire peut-être à être ça sans y parvenir. Et puis, il y a en même temps l'affleurement d'une sorte de thématique de la violence urbaine qui n'est pas inintéressante. Et vous voyez, j'adore ça, parce que ce n'est pas la seule fois. Même dans les images de Liechtenstein, la bulle a parfois tendance à envahir de façon menaçante l'image elle-même, comme si l'image avait besoin du texte pour devenir signifiante. Et on sait bien qu'à ce moment-là, si l'image a besoin du texte pour devenir signifiante, elle avoue sa fragilité comme image. N'oubliez jamais la phrase de Godard disant « Dans un film, tout ce qui est dans le dialogue est perdu pour l'image. »
Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et vous voyez, vous avez ici deux images étonnantes, hein. L'une qui vous représente quelqu'un en train de dire qu'il ne voit rien. I can see the whole room and there's nobody in it. Il ne voit personne dans la pièce. Et vous voyez qu'il déplace un cache noir pour faire apparaître la problématique de l'œil dans une pièce que nous ne verrons jamais. Et puis alors de l'autre, c'est absolument étonnant, puisque vous avez ce visage assez inquiétant, et dont la bulle est « What? Why did you ask that? » Quoi? Pourquoi tu as demandé ça? What do you know about my image duplicator? Qu'est-ce que tu sais de mon duplicateur d'image? Ce qui est exactement la critique que toute une partie de la critique picturale a formulée à l'égard de Lichtenstein. Il n'est qu'un duplicateur d'image. He is only an image duplicator, or he is a mere image duplicator. Et donc, d'une certaine façon, ici, Lichtenstein reprend à son compte la critique qui lui est faite, ou en tout cas, il montre qu'il en est parfaitement conscient. Et alors, c'est là, bien sûr, où il faut en venir, effectivement, au style bande dessinée, qui suppose qu'il n'y a pas de manière de faire de la nouveauté qu'en utilisant du déjà là. J'ai souvent dit dans des séminaires sur l'innovation en entreprise que le gros problème de l'innovation, c'est le pouvoir médusant, paralysant du déjà là. Et que l'innovation apparaît toujours d'abord comme attentatoire, c'est-à-dire qu'elle détruit, d'une certaine manière, elle conteste quelque chose qui est déjà là. Et donc, que ça soit Mickey, ou, et là nous en venons véritablement à ce que Pierre Nahon appelait effectivement le report photographique de Andy Warhol, vous voyez qu'ici, Warhol ne travaille qu'à partir d'images déjà existantes, qu'il juxtapose de manière à la fois il les travaille par un modèle sérigraphique et la couleur. Les photos ne sont pas disposées n'importe comment. Avoir en haut et en bas deux bandes qui représentent Jackie avant la mort de Kennedy et deux bandes centrales qui représentent Jackie après la mort de Kennedy, c'est introduire dans l'image un aspect chronologique, temporel, qui est très intelligent, et qui, évidemment, dénie le fait qu'on ne puisse faire d'une photographie que sa reproduction. Le report photographique, ici, est un travail attentatoire au déjà là pour produire une autre type d'image. Et Lichtenstein fonctionne de manière très extraordinaire. Moi, je ne vous cache pas que j'adore ça. Enfin, j'adore, je ne suis pas sûr, mais je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que fait Lichtenstein? Lichtenstein sort une image de son contexte narratif. C'est-à-dire qu'il renvoie le contexte narratif d'avant et d'après aux oubliettes et aux utilités. Et il focalise sur une image et une bulle. On verra tout à l'heure que ces images et ces bulles sont simplifiées par rapport aux images et aux bulles qui les ont inspirées. Ça, c'est très intéressant. Et alors là, je pense que si par hasard, parmi vous, il y en a qui ont travaillé un peu Joyce, vous savez que Joyce est obsédé par ce qu'il appelle un phénomène d'épiphanie, c'est-à-dire le moment où le déroulé du réel s'arrête parce que une expression, un geste, une configuration du réel semble tout d'un coup receler pour celui qui la voit ou qui l'entend quelque chose de fondamental dans le rapport que cette personne entretient avec le monde. Et alors moi je crois, si vous voulez, que ce qu'il y a de prodigieux chez Lichtenstein, c'est que Lichtenstein a anticipé par son travail sur la bande dessinée des choses dont nous faisons l'expérience tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, nous entendons, parce que c'est le problème du téléphone portable, tous les jours, nous avons devant nous des images qui sont aussi anecdotiques et aussi inintéressantes que ces images de bande dessinée, accompagnées d'une sorte de bulle qui est un fragment de dialogue que nous entendons. Et ce fragment de dialogue, qui est bien sûr dérisoire au plus haut point, le théou, par exemple. Ce fragment de dialogue devient, de par sa fragmentation, quelque chose qui nous entraîne de manière vertigineuse dans les déchirements des vies et dans le pathétique, là alors quasiment tragique de ces existences. Nous entendons à longueur de journée maintenant
des vies se défaire, des relations se terminer, dans cette espèce de proximité étonnante que nous donne avec les gens, mais proximité de spectateurs et non d'acteurs, la présence du téléphone portable dans les moyens de communication des transports en commun, par exemple. Et c'est évident ici que, je dirais qu'il y a un côté presque, ce que j'aime beaucoup dans ce côté-là, c'est l'aspect litote. C'est-à-dire que vous sentez bien que « Oh Jeff, I love you too, but… » Le « but » là veut dire que, bien sûr qu'elle l'aime, mais en fait elle ne l'aime pas du tout. C'est clair. Même moi qui ne suis pas très intelligent, qui reste un peu… Bon, voilà. Alors vous me direz que ça satisfait mon âme de midinette. Oui, c'est vrai. Mais je pense que nous avons tous une âme de midinette. En particulier quand nous sommes confrontés à cette espèce de vérité vertigineuse, de liens qui se défont et qui renvoient quelqu'un, effectivement, à même pas sa solitude, mais son isolement. Et je trouve que c'est tout à fait étonnant. Je vous en montre d'autres, bien sûr. Alors, ça, c'est extraordinaire. Parce que vous voyez d'abord que, évidemment, maintenant, le numéro s'affiche. C'est pour ça qu'il ne faut jamais répondre à un numéro masqué. Parce que si vous répondez à un numéro masqué, ça peut se transformer en homard qui pince. Ça, c'est Salvador Dali, vous savez, qui avait fait ce téléphone étonnant, qui vous disait, quand le téléphone sonne et qu'on y répond, on ne sait jamais, ça peut mordre. Aujourd'hui, bien sûr, comme le numéro s'affiche dans la plupart des cas, ça ne mord pas. Mais quand vous avez un numéro masqué, faites attention, ça peut mordre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est la Tate Modern, où l'exposition Liechtenstein était avant de venir au Centre Pompidou. Et la Tate Modern avait mis en place une application sur l'iPhone qui permettait d'avoir la totalité de l'exposition sur soi, ce qui pose un énorme problème sur notre rapport. Là aussi, je renvoie à Benjamin le statut de l'œuvre d'art dans l'ère de sa reproduction mécanique, c'est-à-dire qu'à la limite, si vous avez toute l'exposition sur votre iPhone, je ne vois pas très bien pourquoi vous avez besoin d'aller à l'exposition. Et ça, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et je crois que Liechtenstein, d'une certaine manière, n'a pas entrevu ça, mais il a prévu que cette espèce de dissémination à l'extrême de l'image allait menacer finalement le statut de l'image. Et alors vous voyez, ça je trouve ça très fort. Ça je trouve ça très fort. C'est pas Bérénice, mais presque. Ce « oh, all right ». Et vous entendez derrière ça tout le fait que quelque chose vient de se finir. Et que même si elle l'accepte verbalement, il est clair qu'à l'intérieur, on est dans l'ordre de la dévastation. Je trouve ça très bien. Ça ne peut arriver que si vous isolez l'image par rapport à la succession narrative, et ça ne peut arriver que dans une espèce de simplification absolue qui est pour moi de l'ordre de la litote de l'image. C'est-à-dire, si vous avez envie de dire à quelqu'un « je n'ai qu'une envie, c'est de sauter dessus pour faire des choses », vous lui direz « va, je ne te hais point ». Ce qui est infiniment plus élégant, vous aurez remarqué. Voilà. Et là, je pense, si vous voulez, que Liechtenstein anticipe quelque chose qui, moi, me trouble beaucoup. Vous me direz, encore une fois, je suis une âme simple et un cœur de midinette, mais c'est vrai qu'on a l'impression maintenant d'être convoqué de manière un peu voyeuriste à assister coram populo à la dévastation affective d'un certain nombre de gens à longueur de journée. Alors on peut choisir d'y rester indifférent, mais quand vous êtes une âme simple comme moi, c'est sûr qu'effectivement, à chaque fois, ça marche. Alors, on ne console personne, rassurez-vous. Et vous voyez, le travail de Liechtenstein est toujours un travail de simplification. Et là où dans la bande dessinée, il y a une sorte de renforcement émotionnel qui consiste à convoquer tout un tas d'éléments de décor. Ben, Liechtenstein n'a pas besoin de requins, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ce n'est pas les dents de la mer. Mais d'une certaine manière, si vous voulez, le fait qu'elle soit seule, avec les larmes... Alors, évidemment, il y a un tout petit côté enzyme glouton, là. Bon, pas très sûr que... Voilà. Mais en même temps, si vous voulez... il y a cette espèce de réduction à l'essentiel que moi j'aime beaucoup et qui pose un problème, bien sûr. C'est-à-dire que plus l'image est réaliste, moins elle laisse de place à l'imagination et donc moins finalement elle supporte le discours intérieur de son spectateur. Et je crois effectivement que
Pierre Nahon parlait tout à l'heure de Georges Segal. Vous voyez, ce sont ces sculptures de Georges Segal que moi, personnellement, j'aime infiniment et qui ont été une des grandes caractéristiques du pop et qui ont représenté effectivement ce moment où le pop a pris en charge la représentation de ce que le sociologue américain David Reisman a appelé « the lonely crowd », la foule solitaire. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans des phénomènes permanents de foule solitaire dans les grandes villes aujourd'hui. Je pense que, au fond, si vous voulez, il s'agit de montrer comment l'extrêmement simple, l'extrêmement ordinaire, le vulgaire même, est capable d'assumer sa part de tragédie antique. Et ça me paraît très intéressant. Et ça me paraît être au cœur de l'esthétique pop. Alors évidemment, après, Lichtenstein regarde du côté de Bogdani, c'est clair. Bon, si vous avez lu du Bogdani dans Spirou quand vous étiez petit, vous reconnaissez immédiatement. En même temps, vous sentez bien qu'ici, ce que Lichtenstein prend en charge, c'est le début de la fin de l'Empire américain. C'est-à-dire qu'après 1945, la Corée puis le Vietnam vont marquer l'essoufflement de la capacité de l'Amérique à dominer le monde. Et quand Lichtenstein fait ça, que je trouve très étonnant par certains côtés, je ne suis pas sûr que c'est ce que je préfère, mais bon, vous avez effectivement, inévitablement, le souvenir de ça. C'est-à-dire qu'à un moment, la peinture du sens est passée par le triptyque. Et que quand on fait un triptyque aujourd'hui, Bacon, je n'ai pas rapporté le triptyque de Bacon, mais j'aurais pu en rapporter, quand on fait un triptyque aujourd'hui, ça ne peut pas être par hasard. Les gens qui disent que c'est par hasard, c'est parce qu'ils sont incultes. Ils ne savent pas qu'il y a eu des triptyques dans le passé, que le triptyque avait un rapport avec la production du sens, et que donc, mettre en scène 3 moments de violence, c'est dire que finalement, le sens du monde contemporain n'est que violence. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez constamment dans ces images une sorte de tension entre la voix off du commentaire dans la partie supérieure et puis l'onomatopée qui est extrêmement puissante et qui détruit finalement l'intégrité de l'image, en particulier dans la partie centrale où on part de brat, et brat, vous savez, en anglais, ça veut dire connard, brat. Et puis, vous avez le brat-ta-ta-ta-ta-ta-ta, et je pense que quand Lichtenstein fait ça, il ne le fait pas par hasard, encore une fois. Je pense que c'est, pour lui, l'idée que le bruit du monde, la rumeur du monde, le sens du monde est entièrement envahi par la violence. Et alors, ce qu'il y a de très étonnant, c'est que là où vous vous souvenez au début, Life posait la question, est-ce que c'est le pire artiste que nous ayons en Amérique ? Time Magazine va utiliser un Lichtenstein pour reposer la question du problème des armes à feu dans la société américaine. Donc, et là, je crois que c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'image de Lichtenstein est suffisamment simplifiée pour pouvoir être récupérée par les médias, mais pour réinvestir du sens dans les médias plutôt qu'être dégradée et dépourvue de son sens par le médiatique. Mais vous voyez, chez Lichtenstein, il y a toujours cet aspect, d'une certaine manière, encore une fois, onomatopée visuelle. Il faut constamment secouer l'œil et obliger l'œil à réagir, qui est le grand thème de Picasso, mais on y reviendra. Alors ça, c'est très important. Il est à l'exposition. Lichtenstein a consacré du temps et de l'argent à reproduire son cahier de rédaction de quand il était jeune élève, probablement dans l'équivalent du collège d'aujourd'hui, dans une école à New York. Et Compositions, alors ça l'intéresse évidemment, parce que Compositions, c'est à la fois la rédaction, mais c'est aussi la composition du tableau. Donc c'est cette idée que peut-être il apparaît comme un artiste qui fait un peu n'importe quoi, mais en fait, il est obsédé de la composition. Même si ça coûte que 59 cents, c'est-à-dire à peu près un peu plus d'un demi-dollar. Et dans des tableaux comme ça, vous voyez très bien qu'il y a une préoccupation constante du degré zéro de la peinture. C'est-à-dire avec quoi on fait de la peinture. On fait de la peinture avec un cadre, on fait de la peinture avec des lignes, on fait de la peinture avec des points, on fait de la peinture avec des couleurs, et on fait de la peinture de temps en temps avec du geste.
Et c'est cette idée qu'il y a un certain nombre d'éléments invariants dans tout tableau dont il appartient de renouveler la visibilité par la capacité originale d'assembler ces éléments invariants, de faire des compositions à partir de toujours les mêmes choses. Et que derrière le mot composition, il y a aussi l'instance musicale. C'est-à-dire qu'au fond, Lichtenstein appartient à une génération qui se souvient que depuis la fin du XIXe siècle, à cause de l'irruption de la photographie, on a décrété que la forme d'art suprême, c'était la musique et pas l'image. Là, l'influence de Wagner est absolument fondamentale. Cette idée, si vous voulez, que c'est la musique qui est la forme d'art la plus accomplie et la plus achevée. C'est celle, en tout cas, qui est produite par des objets, mais qui n'a pas d'existence matérielle, puisqu'elle est tout entière immatérielle. Et donc, l'importance, je crois, du mot composition est capitale pour Lichtenstein. Et elle rappelle à quel point Lichtenstein est un artiste conscient. Nous revenons une dernière fois, probablement une avant-dernière fois sur ce tableau. Alors, c'est très clair que le téléphone renvoie, je crois, aux bandes dessinées. On va voir d'où vient la sellette qui est là, on va voir d'où viennent les fruits, d'où vient la plante verte, d'où vient le détail que vous voyez ici. Alors, justement, ce détail que vous voyez ici, eh bien, il vient tout simplement de Fernand Léger. Puisque vous avez là, effectivement, le Fernand Léger cité ici dans sa réalité de départ, qui est extraordinairement architecturé. Et vous voyez bien que cet aspect composition-architecture, Lichtenstein va le chercher chez Fernand Léger, mais il le reconnaît comme un aspect essentiel de son art. Alors c'est ça qui est très extraordinaire, c'est que Lichtenstein prend et assemble, mais il n'assemble jamais par hasard, comme si on ne pouvait plus créer d'images nouvelles, sauf en assemblant. Alors la plante verte, ici, elle vient de la personne que peut-être, effectivement, Lichtenstein, je ne dirais pas admire le plus, mais aime le plus, qui est Matisse, bien sûr, dans lequel il entend un peintre décrit par tout le monde comme l'absolu du lyrisme, alors que Lichtenstein y voit constamment le travail d'une composition. Je vous ai rapporté l'atelier rouge ici, parce que pour moi c'est très important. Dans l'atelier rouge, vous le voyez, Matisse nous dit « n'a d'épaisseur que, en fait, l'image ». Tout ce qui est utilitaire, pratiquement, est renvoyé à une sorte de présence fantomatique et suggérée sans densité véritable. Par contre, tout ce qui participe de l'image, tout ce qui participe de la représentation, a une existence, d'une certaine manière, réelle. Tout le reste est renvoyé au magasin des accessoires. Et alors, vous voyez qu'on retrouve ici, bien sûr, les citrons. Vous retrouvez ici le motif de la composition musicale que j'ai évoqué tout à l'heure. Et alors, inévitablement, bien sûr, l'image dominante, c'est la danse de Matisse, à nouveau. Il y a une volonté chez Lichtenstein, continuellement, de montrer qu'on ne peut plus espérer faire d'images nouvelles. Alors ça, c'est très important. À l'époque où Lichtenstein peint ça, toute la critique littéraire, toute la critique picturale américaine est entrée dans ce qu'on appelle le mouvement de l'intertextualité, qui consiste à dire qu'un texte ou une œuvre d'art n'a pas à voir avec le réel, elle a à voir avec une autre œuvre d'art qui l'a précédée et avec laquelle elle essaie de régler ses comptes sur le double mode de l'admiration et de la transgression. Et que donc la création artistique ne s'adresse plus au réel ou au monde, mais elle s'adresse à d'autres œuvres dont elle constamment reprend en quelque sorte la puissance de séduction et en même temps se libère de cette puissance de séduction en la transgressant. Et vous voyez qu'ici, vous retrouvez toujours le motif des fruits, bien sûr, sur lequel on va revenir dans un instant, le motif du bocal de poisson rouge, ceux d'entre vous qui connaissent Matisse, c'est évident qu'on revient vers Matisse brièvement, le modèle des philodendrons, qui apparaîtront systématiquement dans les dernières, vous savez, dans les derniers papiers découpés de Matisse, et puis alors cette chose étonnante qui est ça, qui est à l'exposition, qui est cette idée que parfois, il suffit de changer l'échelle d'un objet par l'image pour rendre cet objet étrange, lui faire perdre sa familiarité, et à ce moment-là, le rendre évidemment passionnant. Je crois que ça, c'est très important. Ça, c'est la démarche de Picasso. Il faut absolument nous défamiliariser du monde.
Parce que si nous sommes dans une familiarité avec le monde, nous ne regardons plus. Nous ne regardons que ce qui nous surprend, ce qui nous étonne, ce qui nous choque, ce qui nous secoue dans le regard. Et donc, ce que fait ici Liechtenstein avec sa balle de golf, c'est d'en changer l'échelle pour en faire quasiment une planète, hein, comme une sorte de lune parsemée de cratères. Et en changeant l'échelle, il oblige le regard à réappréhender. Alors ça, Liechtenstein tient ça de Picasso, c'est une obsession chez lui. La peinture ne sert qu'à une seule chose, à nous aider à retrouver la réalité d'un regard. C'est-à-dire, non pas un regard qui flotte à la surface des choses, mu par une habitude qui dit « j'ai déjà tout vu », hein, mais évidemment, obliger le regard à ressaisir. Alors là, vous le voyez, la petite sellette sur laquelle était le téléphone, vous la retrouvez ici. Le bocal de poisson rouge, il est là. Vous le retrouvez aussi ici. Et c'est clair que l'influence de Matisse est capitale. Évidemment, nous avons vu tout à l'heure des citrons. Nous venons de voir, évidemment, un citron pelé. Ceux d'entre vous qui sont comme des poissons dans l'eau dans l'histoire de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, vous savez bien que le thème de la mort ou le thème du périssable dans ce que Simon Schama a appelé l'embarras des richesses, c'est-à-dire le déploiement de la richesse de la Société des Provinces-Unies au XVIIe siècle, ce thème de la mort apparaît comme souvent dans un fruit ou dans un pain qu'on a déjà mordu, et qui donc introduit la notion de présent, passé, avenir, ou dans le citron qu'on a pelé. Et vous voyez bien sûr que le citron pelé ici renvoie ici. Tout ça, c'est de l'ordre de la citation. Et alors, évidemment, s'il y a un peintre au XXe siècle qui a posé la question du lyrisme et du formel, c'est Mondrian. Puisque Mondrian a investi tout entier l'aspect lyrique dans le formel, dans le pur formel. C'est-à-dire, chez Mondrian, le lyrisme se cache totalement dans le formel. Et vous voyez qu'ici, Liechtenstein revient sur Mondrian, et, comme par hasard, Tom Wesselmann, déjà cité, utilise dans un embarras, non plus des richesses, comme c'est Simon Schama, mais un embarras de la nourriture et de la consommation, Mondrian comme une sorte d'appel à une ascèse et à un dépouillement, quelque chose qui nous redonnerait le sens de la singularité et de l'importance des objets comme point d'appui du sujet. La chose est appelée par le sujet à devenir un objet et à devenir point d'appui du sujet. Et vous voyez, j'ai mis ça comme ça, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être l'histoire de la peinture américaine, mais ce n'est pas simplement des modèles européens. Liechtenstein dialogue constamment avec les gens qui sont les plus loin de lui. Et parmi les plus loin de lui, vous avez cette femme américaine extraordinaire qui s'appelle Georgia O'Keeffe, qui, après avoir été la compagne de Stieglitz, celui qui est le vecteur de la pénétration du modernisme européen sur le marché de l'art américain en 1913 avec l'Armory Show, dont on célèbre à New York en ce moment le centenaire. Vous savez que l'Armory Show en 1913 à New York, qui a ensuite été présenté à Chicago, ça a été la première fois que les Américains ont vu de l'art, disons, pour l'époque contemporain. Et que du coup, le nu descendant un escalier de Marcel Duchamp a été brûlé en effigie par les étudiants des écoles de beaux-arts de New York et de Chicago pour manifester leur hostilité complète à ce type de création européenne vieillie et perverse, sous ses aspects de nouveauté, qui empêchait les peintres américains de peindre la réalité spécifique de l'Amérique. Et vous voyez ici, vous avez Georgia O'Keeffe, qui plus tard se réfugiera dans le Nouveau-Mexique et qui y peindra là ce qu'il reste du paysage américain. Et vous voyez bien que le souvenir de O'Keeffe apparaît absolument ici obsessionnel chez Liechtenstein. De même Cara. Cara ici, Liechtenstein méditant sur Cara. Cara qui pose, comme tous les futuristes italiens, la question de est-ce qu'on peut continuer à peindre si on n'est pas capable de suggérer le mouvement comme le fait la photographie. Et donc tout le thème du futurisme italien, c'est d'essayer de suggérer le mouvement dans un espace par ailleurs immobile, pour rivaliser avec la photographie de gens comme Muybridge aux États-Unis ou Marais en France, le Dijonnais, qui ont réussi par la photographie à décomposer le mouvement, anticipant bien sûr ainsi le cinéma. Et puis, évidemment, cette idée que Liechtenstein ne peut pas ne pas dialoguer avec toutes les formes de renouvellement pictural qui l'ont immédiatement précédé. Et vous voyez qu'ici, le frémissement
des surfaces de la cathédrale de Rouen suivant le changement et la mobilité de la lumière, ce frémissement est immobilisé par une hyper-technicité que Liechtenstein revendique, à la fois comme sa force et comme sa fragilité. Et le thème de Monet revient sans arrêt. Le bassin au nymphéa avec le pont japonais à Giverny, et même dans la représentation de cette chambre, bien sûr, l'idée que là, dans le coin, vous avez effectivement un nymphéa qui fait écho de manière étonnante à ce que nous avons en haut à gauche. Alors évidemment, le problème, c'est Picasso, puisque vous avez en haut à gauche Picasso, en bas à droite Liechtenstein, rivalisant avec Picasso. Et alors ça va se compliquer de manière extraordinaire quand vous allez avoir les femmes d'Alger de Delacroix, les femmes d'Alger de Delacroix chez Picasso, les femmes d'Alger de Delacroix chez Picasso chez Liechtenstein. Donc vous voyez, ça c'est véritablement... Ça, évidemment, moi ce qui m'intéresse chez Liechtenstein, c'est ça. C'est-à-dire que Liechtenstein, finalement, pose la question de savoir, qui est la question de Mallarmé dans la musique et les lettres, à savoir s'il y a lieu d'écrire, à savoir s'il y a lieu de peindre. Au fond, Liechtenstein est confronté à cette question dans la prolifération des images qui finit par tuer l'image. Est-ce qu'il est encore possible de faire image? Est-ce que ça a même un sens? Est-ce qu'il y a une nécessité existentielle à peindre des images? Et est-ce que c'est techniquement possible dans autre chose, finalement, que la parodie? Et la question qu'on pose toujours, c'est est-ce que Liechtenstein établit une distance critique, ironique, avec les choses qu'il reprend, ou est-ce que c'est le témoignage d'une admiration affectueuse pour et l'aveu d'une incapacité à égaler ceux qui l'ont précédé? Vous savez que Liechtenstein a choisi la deuxième solution. Alors, il nous reste, je crois, un élément à voir, qui est le miroir de gauche. Et ce thème du miroir, qui peut-être ne réfléchit rien, ne reproduit rien, mais déforme toujours là où on voudrait qu'il soit copie du réel. Ce thème du miroir est obsessionnel chez Liechtenstein. Et il pose la question de savoir si la peinture est un miroir, si la photographie est un miroir, mais plus profondément, si l'œil est un miroir. C'est-à-dire que quand nous disons que nous voyons le monde, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Est-ce que le monde se reflète vraiment dans notre regard, ou est-ce qu'il est inévitable que nous déformions le monde que nous voyons? Et est-ce que tout le travail de l'homme, c'est d'essayer de lutter ou de travailler cette déformation jusqu'à, non pas l'éliminer, il est impossible de l'éliminer, mais la contraindre à s'éloigner de la déformation pour revenir vers la ressemblance. Et ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, dans le domaine relationnel, la question, c'est comment regardons-nous l'autre? Et si l'autre voyait comment nous le regardons, est-ce qu'il ne serait pas aussi surpris que nous sommes de la manière dont Liechtenstein traite le miroir? Vous voyez que le thème du miroir est obsessionnel chez lui, et d'un miroir qui ne reflète rien, d'un miroir qui n'arrive pas à refléter. Et quand Beyeler a acheté ce Liechtenstein dans sa collection de Bâle, je crois qu'il a très très bien compris que s'il n'y avait qu'un seul Liechtenstein à avoir, c'était ça. C'était cette idée qu'au fond, la peinture est miroir, l'image de manière générale prétend être miroir, l'œil prétend être miroir, mais est-ce que vraiment l'œil reflète ou n'est pas obsessionnellement pris dans un système de déformation? Et vous voyez, ces déformations dans le miroir, elles sont obsessionnelles chez Liechtenstein. Alors je crois qu'il y a quelqu'un auquel il a pensé beaucoup, il le dit, mais très peu de gens se sont penchés là-dessus, parce que c'est un peintre qu'on a un peu oublié, c'est Robert Delaunay. Robert Delaunay, qui dans un premier temps, et c'est très important de se souvenir de la Tour Eiffel, dans un premier temps, Delaunay vous dit, la fenêtre n'est qu'un passage vers l'extérieur qui permet de voir le réel, de cadrer le réel. Et puis, dans un deuxième temps, la fenêtre, c'est ce qui permet de repousser le réel au dehors pour s'intéresser au dedans. Le portrait de Philippe Soupeau sur fond de Tour Eiffel. Mais ça ne s'arrête pas là.
Les fenêtres les plus intéressantes de Delaunay, ceux d'entre vous qui laissent la carrière de Delaunay, vous voyez très bien ce que je vais montrer maintenant, les fenêtres les plus intéressantes de Delaunay, ce sont celles-là. C'est-à-dire celles où Delaunay ne s'intéresse ni au dedans ni au dehors, mais il s'intéresse à la capacité du verre, éclairé et par le dedans et par le dehors, de se transformer en un prisme kaléidoscopique qui fait que c'est le verre lui-même qui devient l'objet du regard, et ni l'en-deçà du verre, ni l'au-delà du verre, même si vous constatez quand même que quelque chose comme un souvenir de Tour Eiffel est représenté ici. Et vous voyez, ça, pour moi, c'est très important. Je crois qu'on a négligé trop cette phrase où Lichtenstein dit « J'ai beaucoup regardé Robert Delaunay ». Et je crois que c'est très important pour lui. Hein. D'où, évidemment, ceci qui est du Lichtenstein et pas du Delaunay, et qui ne me paraît compréhensible et lisible dans l'œuvre de Lichtenstein qu'à partir de Delaunay. Et vous voyez qu'on voit bien que l'image est sans cesse menacée d'occultation par d'autres choses. L'image est menacée. Il y a une sorte de conscience paranoïaque de l'image. L'image sent l'ensemble du réel comme une menace contre elle. Et ça, j'aime beaucoup. Qui s'appelle Reflections on Shore. Dans le double sens anglais du mot reflections, qui veut dire à la fois réflexion, I-C-O-N-S, et reflet. Il s'agit de réfléchir sur la certitude, mais il s'agit de s'interroger si on est sûr que ça réfléchit, c'est-à-dire si on est sûr que ça, c'est un reflet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est extrêmement intelligent. Alors, on pourra accuser Lichtenstein, après avoir dit beaucoup de mal des expressionnistes abstraits highbrow, d'être lui-même un highbrow déguisé en lowbrow. Ça, je crois que c'est très évident. Avoir conçu un tableau qui s'appelle Reflections on Shore, dans lequel le personnage qui prononce le mot shore est menacé de disparition, et où il ne reste que le mot shore, qui est à la fois menacé par des reflets infidèles et en même temps apparaît comme la grande question de la certitude, ça c'est quand même prodigieusement intelligent. Et vous voyez, il n'est pas à l'exposition. Alors c'était le seul tableau qu'il fallait y mettre. Et ça, c'est l'éternel problème des expositions. Des commissaires, je ne dis pas du tout que les commissaires n'y avaient pas pensé, probablement ils n'ont pas pu l'avoir. Parce que ça s'appelle tout simplement self-portrait, autoportrait. Et vous voyez bien que l'autoportrait, c'est la question de moi comme miroir, puisque la tête de Lichtenstein est remplacée par un miroir. Et le t-shirt ici est là pour prouver que c'est bien de Lichtenstein dont il s'agit. Et ça, je trouve que c'est un tableau absolument essentiel. C'est très très difficile de lire Lichtenstein de manière cohérente si on n'a pas accès à ce tableau. Parce que Lichtenstein vous dit, au bout du bout, ces histoires d'épiphanie brève, dans lesquelles, sous l'apparente trivialité du quotidien, des tragédies entières se jouent, qui sont finalement la mise en miroir des nôtres, eh bien, est-ce que nous sommes sûrs de les refléter fidèlement, ou est-ce que nous ne sommes pas constamment condamnés à une déformation qui est la révélation même de l'intérêt et de l'attention que nous leur portons? On ne peut porter attention aux choses qu'en les déformant au miroir de nous-mêmes. Et évidemment, c'est là-dessus que je vous abandonnerai. Je crois qu'il y a là, certainement, chez Lichtenstein, quelqu'un qui, me semble-t-il, va plus loin que Warhol et les autres pop, parce que non seulement il pose la question de la possibilité de l'image, mais il pose aussi la question de la manière dont le monde fait image pour nous, et dont nous acceptons de travestir, transgresser, ou au contraire de respecter le reflet de l'autre en chacune et chacun d'entre nous. C'est fini pour ce soir.